Ok, aujourd'hui, on va voir comment planifier et surtout comment réussir son année 2026. Je vais vous donner aujourd'hui les stratégies, le process à appliquer pour réussir votre objectif cette année. Donc, si simplement vous allez appliquer ce que je vous donne, vous allez venir ressortir à la fin de cette année avec votre objectif réussi. Du moins avec beaucoup plus de chances que si vous appliquez pas ce que je vous dis. Donc, ce qui est très important, c'est que vous devez vous imaginer comme un roi qui prépare à construire un empire, comme un roi qui commence à préparer une guerre. Vous aurez beaucoup plus de chances à réussir en ayant un plan, en prévoyant qu'est-ce qui pourrait mal se passer, en prévoyant des solutions, en anticipant qu'est-ce qui pourrait bien se passer, que en ne prévoyant rien. Et le problème avec la plupart des gens, c'est qu'en fait, ils ne prévoient rien et ensuite, ils sont en réaction plutôt qu'en proaction. Et, euh, et si vous préparez une guerre et vous êtes en réaction, vous êtes mort. Ok, maintenant vous allez venir penser à un objectif que vous voulez obtenir. Donc, si vous faites de l'e-com, vous avez une marque par exemple, et vous voulez obtenir 10 millions, vous allez venir penser plus grand, ok? Vous allez venir multiplier cet objectif. Pourquoi penser plus grand? Parce que vous aurez plus de chances d'atteindre 10 millions si vous visez 25 que d'atteindre 10 si vous visez 10, ok? On va agir de manière plus massive et ça vous permet de sortir et de penser à des choses que vous n'aurez peut-être pas pensé. Donc ça c'est très important, si vous avez un objectif, pensez plus grand. Ensuite, pensez long terme. Donc là, vous avez un objectif, c'est une année, c'est déjà court terme. Idéalement, surtout si vous avez une marque ou quelque chose de grand, eh bien, il faut avoir une vision à plus long terme. Et ça va vous permettre d'être plus serein et d'agir avec les bonnes décisions de manière court terme. Donc, peu importe votre objectif, il faut vraiment que vous vous dites, OK, j'ai 3 ans pour réussir. Un petit conseil, c'est écouter cette playlist pendant que vous préparez votre année. Ok, c'est une des top playlists euh, sur YouTube de motivation et c'est parfait pour cet exercice. Donc, c'est parti. Donc, la première étape, ça va être de clarifier le pourquoi et l'objectif final. Si vous n'avez pas un pourquoi spécifique, si vous n'avez pas en fait un objectif, une destination finale précise, c'est très difficile en fait de venir l'obtenir. Donc là, comme je l'ai dit avant, je vais faire avec un exemple pour une marque e-commerce, parce que ça va être ce qui est le plus simple et ça va donner un exemple concret. Et c'est ce qui intéresse la plupart des gens qui vont venir regarder cette vidéo. Donc vous avez une marque, ok? Pourquoi cette marque existe? Pourquoi elle existe réellement? Et c'est quoi votre objectif principal avec cette marque? Et dans l'idéal, ça serait quoi sur 300, même sur 5 ans? Ok, très important, c'est vraiment pour aller plus loin. Il faut avoir une vraie image, parce que ça va venir en fait ensuite préciser vos actions que vous allez faire aujourd'hui. C'est très important. Donc, je vous ai mis à chaque fois les exercices à faire. Donc là, vous allez venir répondre à l'écrit pourquoi ce business existe, pourquoi vous avez créé cette marque, quel est l'objectif, qui c'est que vous voulez aider. Ensuite, vous allez dire si ce business génère beaucoup d'argent avec, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, si maintenant, là, vous faites, je sais pas, vous commencez cette marque et vous venez à faire 10 millions par année, avec du 15% de bénéfices, ce qui fait bien assez d'argent pour vous, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Donc vraiment, définissez, prévoyez, si ça se passe bien, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Vous allez venir définir un objectif annuel clair, pas financier uniquement, un objectif vraiment annuel clair. Pour la marque, ça veut dire que vous avez fixé votre objectif financier, ok, par exemple faire 10 millions, mais ça va être peut-être de se lancer sur le retail, d'avoir une présence sur des nouveaux marchés, etc. Donc l'objectif premier qui peut être l'objectif financier doit avoir des sous-objectifs, on verra ensuite comment, qui vont venir en fait faire réussir ce premier objectif. Et vérifiez que l'objectif guide les décisions, pas l'ego, ok? Par exemple, si vous êtes à la première année de votre marque et que vous visez 50 M parce que vous voyez des gens faire 50 M, soyez quand même rationnel. Et ne faites pas en fonction de l'ego. C'est pour ça que c'est important de clarifier pourquoi. Parce que si c'est pour l'ego, si c'est pour prouver, et si ça vous anime pas réellement, eh bien vous n'allez pas construire les bonnes fondations. De construire une marque sur une vengeance ou sur des sentiments négatifs, c'est le meilleur moyen pour avoir une marque qui reflète ceci. Une marque, c'est comme un enfant, c'est-à-dire que euh, vous devez en fait lui porter de l'amour. Et ça doit se sentir. Sinon, les gens vont le sentir. Donc si vous construisez quelque chose avec l'ego, ça va être très dur de faire quelque chose sur le long terme et très dur de faire quelque chose de grand. Ensuite, la phase 1B, vous allez venir définir c'est quoi les non négociables. Donc définir ce que la marque ne fera pas, même si ça rapporte de l'argent. Ok? C'est-à-dire, vous allez venir lister.
3 à 5 règles. Par exemple, qu'est-ce que vous ne ferez pas? Je vous donne un exemple. Par exemple, pour nous, quand on a créé le podcast Master, une des règles c'était, OK, on va toujours penser à celui qui regarde le podcast en premier. C'est-à-dire, on va pas parler de nous, on va pas perdre du temps avec nous, nos histoires, les histoires des invités. En premier, on va penser au temps de celui qui regarde. C'est-à-dire, on va lui donner de la qualité, on va pas inviter des invités parce que c'est simple à les inviter ou parce qu'ils auraient quelque chose à vendre. Au contraire, on va inviter seulement des invités qui vont pouvoir donner de la valeur. Donc en fait, il faut fixer des règles, des valeurs de votre compagnie que vous n'allez pas sacrifier, même pour la marge. Par exemple, pour une marque, ça peut être de peut-être jamais faire de promotion trop agressive pour garder une image de marque de luxe. Par exemple, si vous avez une marque de luxe. Ou ça peut être, par exemple, de jamais dépendre que d'un canal. Par exemple, là, vous êtes sur Meta, bah, ça peut être négociable, c'est ne pas dépendre que de Meta. Ok, donc il faut absolument maintenant ouvrir Google, ouvrir d'autres canaux pour avoir une certaine stabilité au cas où Meta se passe mal. Ensuite, vous allez vérifier chaque décision respecte ses règles et utiliser ces règles pour dire non rapidement. Donc en fait, quand vous définissez clairement ce que vous voulez pas, ça va être plus simple ensuite de prendre ces décisions. Ensuite, l'exercice 2, très important, vous allez venir tuer votre compagnie. Ça, c'est très très important. C'est très peu fait non, qu'on peut appeler ça. Quand on prépare ses objectifs, les gens oublient ceci. Mais c'est ultra important. Vous allez venir imaginer comment est-ce que votre objectif pourrait échouer. Comment est-ce que votre marque pourrait échouer. Donc vous allez visualiser votre objectif, vous allez dire, OK, dans les pires scénarios, qu'est-ce qui pourrait se passer? L'exercice 1, qui est très simple à faire en e-commerce, ou dans d'autres business, c'est d'imaginer en fait qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive et qui va venir outscale votre marque. Ok, imaginez, il y a un concurrent qui est arrivé, il a outscale votre marque. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous allez venir imaginer précisément qu'est-ce qu'il aurait fait de mieux que vous. Ok, quelle offre il aurait fait? Comment il serait positionné au niveau de ses créatives? Comment il aurait pu vous dépasser en fait? Et vous allez venir corriger ou prendre de l'avance sur ces choses. Ça peut être, par exemple, votre compétiteur, il est arrivé et il a mis tant de budget en ads, il a lancé plus d'ads que vous, il a fait des ads avec une meilleure image de marque, ok, ils ont mis un founder, une image d'un founder, et ils ont beaucoup plus convaincu les gens d'acheter chez eux. Bref, vous allez imaginer plein de scénarios, et du coup, vous allez venir imaginer qu'est-ce que vous pourrez faire vous pour être cette personne-là, pour au cas où il arrive, que ça, qu'il n'arrive pas à vous outscaler. Très très important. Vous allez venir aussi lister tous les points de fragilité majeurs que vous avez. Vous pouvez utiliser ChatGPT, hein, bien sûr. Ce que je vous donne là, vous pouvez simplement donner à ChatGPT, il vous connaît, il connaît votre entreprise, vous allez pouvoir brainstormer ensemble. Le plus dur, c'est d'avoir le process. Et le process, je vous le donne. Donc vous allez venir imaginer plein de situations, comme par exemple Meta qui ne fonctionne plus. Et du coup, vous allez venir identifier ces risques et fixer et avoir des plans B au cas où. Ça peut être avoir des backups en termes de canaux d'acquisition. Meta, c'est roi, mais je conseille jamais d'avoir que Meta. Pareil au niveau de paiement processeur, pareil au niveau de fournisseur. En fait, tout ce qui est vraiment important et qui pourrait en fait vous couper de l'argent, c'est-à-dire si on les enlève, vous n'avez plus d'argent, et ben ça, il faut avoir des solutions backup. C'est très très important. Ensuite, en 3, vous allez faire des plans de protection contre les risques. Vous allez venir réduire les dépendances dangereuses, comme les exemples que je vous ai donnés. Vous allez venir lister chaque risque majeur identifié, définir une action de protection par risque et mettre un owner pour chaque risque. Un owner, ça veut dire quoi? C'est un responsable. Qui c'est qui va être responsable de ces risques-là? Quand je dis owner, c'est des membres de team. Et vous allez venir prioriser les risques qui menacent la survie, comme j'ai dit avant, coupure d'argent, ou qui pourraient vous faire perdre beaucoup. Ensuite, vous allez venir analyser le marché et la concurrence. Cette étape, elle est indispensable et elle doit être faite avant chaque lancement de chaque marque et régulièrement pour comprendre où c'est que vous êtes et les potentielles opportunités, les gaps comme j'appelle ça. Donc, c'est très très important de comprendre le jeu réel dans lequel la marque évolue. Donc, vous allez venir identifier les concurrents directs et indirects. Vous allez venir analyser leurs forces et leurs faiblesses. Vous allez venir comprendre ce que le marché veut vraiment. Vous allez venir identifier les zones de banalité où c'est que tout le monde se ressemble. Et vous allez du coup comprendre où c'est que vous allez pouvoir vous différencier. Une analyse de marché, c'est comme si vous fidez à un GPT. C'est-à-dire que vous allez venir
analysez, vraiment prenez du temps, prenez plusieurs deep work complets, je dirais plusieurs sessions de 4 heures où c'est que vous allez venir vraiment tout analyser. Admettons que vous êtes dans une marque de vêtements, vous allez venir analyser tout ce qui se fait dans les différentes niches de vêtements. Ok? Chez les hommes, chez les femmes, comment sont faits les ads, sont, euh, comment sont les offres. Ok? Est-ce que souvent on offre des produits gratuitement? Est-ce que la livraison est payante ou non? Euh, Comment est-ce qu'on communique avec le client? Est-ce que, est-ce que les gens mettent en avant que l'aspect beauté du vêtement, c'est-à-dire que comment le vêtement fit, ou est-ce qu'ils parlent aussi des bénéfices, est-ce qu'ils parlent des matériaux, etc. Et en fait, vous allez venir vraiment mapper tout ce qui existe dans votre marché, et ensuite, grâce à GPT ou grâce à votre cerveau, vous allez pouvoir trouver des gaps où c'est que vous allez pouvoir vous positionner. Et ces gaps-là, ils peuvent se faire aussi si vous analysez d'autres marchés. Admettons que vous êtes dans les vêtements, vous allez pouvoir analyser aussi le marché de la santé. Et vous allez voir, ok, en santé, ils font des VSL. En santé, ils font des advertoriales. Et peut-être dans les vêtements, les gens ne font pas l'effort de faire des advertoriales. Donc vous allez pouvoir faire un gap en prenant quelque chose qui marche dans un secteur et le remettre dans un autre secteur et l'adapter au secteur. Donc ça, c'est vraiment très très important d'analyser un marché et de trouver, vous allez venir trouver des opportunités. Ensuite, identifier et créer un avantage, un unfair advantage, comme j'aime l'appeler, un avantage qui vous différencie. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez venir déterminer ce qui va venir rendre votre marque difficile à copier, votre marque difficile à répliquer et à outscaler. Donc là, il y a une liste de choses qui est par secteur qui peut être un advantage et qui va vous permettre d'avoir un avantage par rapport aux autres. Ça peut être au niveau de la logistique. Par exemple, vous pouvez avoir des accords avec votre fournisseur qui vous permet en fait de payer beaucoup plus tard et du coup, vous pouvez avancer beaucoup plus de cash flow, c'est-à-dire que vous pouvez même être perdant en ads jusqu'à 6 mois et du coup, ne laisser aucun compétiteur respirer. Ça peut être, vous avez un produit en fait beaucoup mieux que la compétition. C'est-à-dire que vous, votre produit, il marche tellement mieux qu'en fait tout le reste, tous les efforts que vos concurrents feront, ça marchera pas. Ou ça aura peu d'impact. Parce que vous, votre produit, vraiment, en quelques secondes, il a un effet. Ça peut être simplement en termes de paid. C'est-à-dire que vous êtes tellement fort en marketing, tellement précis, vous pouvez développer tellement de créatives sur tous les canaux, qu'en fait, vos potentiels clients, ils vont voir que vous. Parce que vous êtes meilleur en marketing. Ça, c'est un des gros avantages. Donc là, je vous ai mis une liste que vous pourrez regarder pour aussi brainstormer avec GPT. Et vous, ce que vous allez faire, simplement lister les avantages que vous avez déjà. Et vous allez les amplifier. Et vous allez venir ensuite regarder les gaps. C'est très important d'amplifier ce qui marche, mais ça va être aussi encore plus important d'identifier les gaps. Parce que des gaps, ça peut complètement avaler même vos avantages. Admettons que vous avez, je sais pas, en fait une faible, qu'on pourrait savoir, un produit qui ne marche pas très bien, vous êtes très bon en ads, vous avez des très bons paiements processeur terme, mais vous avez un produit qui ne marche pas top, bah, si vous ne comblez pas ça, ça va mettre en difficulté tout le reste. Donc réfléchissez aux zones faire avantage potentiel, produits, marques, médias, blablabla, et, euh, et vous pouvez approfondir chaque point en une analyse avec l'IA. Ensuite, 6. Vous allez venir définir les avantages long terme. Donc vous allez venir choisir ce qui va se renforcer avec le temps. Quelle va être votre force? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un puissant avantage des effets cumulés. Il y a un énorme, puissant avantage de avoir des effets cumulés et qui sont juste énormes sur le long terme. Effet cumulé, effet boule de neige, comme vous voulez l'appeler, voilà, il y a plein de termes. Par exemple, un système de créatif qui permet de maîtriser un scaling constant avec plus de winning ads, plus de spend, plus de nouveaux clients. Donc vous optimisez constamment votre système de créative et vous arrivez sur le long terme avec un système qui vous permet d'avoir constamment de nouvelles winning ads et du coup constamment du nouveau spend et constamment de nouveaux clients. Ça, c'est un énorme avantage. Donc à faire, vous allez venir identifier ce qui peut se renforcer année après année. Vous allez venir séparer court terme et long terme.
Vous allez venir éliminer les avantages faciles à copier. Et vous allez venir sélectionner deux trois avantages à construire sur plusieurs années. Ok, dans 3 ans, qu'est-ce que vous pouvez construire? Commencer à construire maintenant. Même si ça va gentiment, qu'est-ce que vous pouvez commencer à construire maintenant? Ça peut être simplement, peut-être, des ambassadeurs. Vous allez venir commencer à gentiment faire des ambassadeurs avec le bouche à oreille. Dans 3 ans, vous aurez tellement d'ambassadeurs que votre marque se vendra tout seul. Ça peut être un exemple. Ensuite, le 7, vous allez venir construire le business plan. Donc ça, c'est très important et ça va vous aider surtout si vous êtes à un niveau plus avancé. Un business plan, c'est un plan qui va venir définir comment les choses vont se passer, avec des hypothèses bien sûr, et va vous permettre de pouvoir prendre des décisions opérationnelles, de pouvoir rassurer des banques, des suppliers, parce que vous avez un plan. Ok, c'est plus simple à obtenir des réductions sur les prix produits ou d'obtenir des prêts de la banque si vous montrez votre plan et vous montrez combien vous allez gagner, combien vous allez faire rentrer de cash dans plusieurs mois. C'est impossible d'avoir un plan 100% précis, mais par contre, ça va être un carnet de route que vous allez pouvoir adapter au fur et à mesure. Donc, ce que vous allez faire, c'est un forecast de l'année et action marketing. Ça ressemble à ça. Vous, simplement, ce que vous allez faire, c'est les revenus target que vous pensez faire cette année, les profits target que vous pensez faire, et ensuite, les objectifs principaux, les objectifs secondaires, les risques, les contraintes, la stratégie, et après, il y a toutes les dates. Ok? Ça, c'est adapté pour une marque e-commerce, ok? C'est seulement disponible pour les membres du school. Mais en gros, là, vous allez mettre vos produits et offres que vous allez faire, quels les différents événements, quel produit sort, qu'est-ce qui va se passer au niveau du spend, au niveau du paid, pardon. Eh bien, est-ce que là, on va ouvrir différents canaux? Qu'est-ce qu'on prévoit de spend sur Meta, Google, etc. Ensuite, email marketing, qu'est-ce qui va être lancé, blablabla. Ça sert, c'est pas vraiment un vrai business plan, mais ça sert à avoir déjà un plan de manière simplifiée et de pouvoir coordonner les équipes. Ensuite, vous allez faire un plan de croissance. Là, ça va plus être au niveau des opérations. Donc là, pareil, c'est valable que pour les membres du school. Le but, c'est de préparer votre année avec là, les revenus encaissés, les revenus projetés. Donc là, ça va plus être au niveau des opérations. Avec le budget pour les différents secteurs, le budget pour les équipes, combien ça nous coûte, blablabla, blablabla. Donc là, on a toutes les explications. Pour vous qui êtes dans le school, vous avez les explications, les looms et le fichier. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est simplement découper votre année. Ok, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Définir vos revenus estimés. Si vous avez une année précédente de votre marque, ça va être plus simple. Comme ça, vous allez pouvoir voir où c'est que vous en êtes, quels ont été les mois qui ont grossi. Et par exemple, si vous lancez des nouveaux produits, si vous ouvrez des nouveaux canaux, ben, vous allez pouvoir vous projeter sur des revenus potentiels. Et vous allez pouvoir anticiper sur des stocks potentiels. Par exemple, le stock, il ne se fait pas en quelques jours. Par exemple, vous avez une warehouse aux US, ben, il faut préparer le stock, qui peut mettre 30, 45 jours, voire plus, et il faut l'envoyer, qui peut mettre 45, 60 jours, par exemple. Donc en fait, vous ne pouvez pas estimer faire tant de revenus là et envoyer votre stock un mois à l'avance. C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance. Et vous allez mettre dans les grandes lignes, ça sert à rien de d'aller trop en profondeur, perdre trop de temps si vous n'avez pas un expert là-dedans. Ok, je parle comme un expert, je dis plutôt un CFO ou votre COO, vraiment quelqu'un qui a l'habitude de faire. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des business plans, faites simplement quelque chose de simple. Et dans mon business plan, moi j'intègre en fait tout ce qui est marketing. Et ici, dans le plan de croissance, je sépare tout ce qui est opération. Donc à faire, vous faites votre business plan simple dans un Google Sheet, vous définissez des hypothèses claires et surtout vous allez définir quelles sont les tâches à effet domino, quelles sont les tâches à faire en premier. Par exemple, il y a des tâches que si vous les faites en début de l'année, elles vont faciliter tout le reste ensuite. On appelle ça les tâches à effet domino. Par exemple, de recruter des personnes, vous recrutez des A-players en début d'année, vous onboardez des A-players en janvier, ça va être plus facile de faire des bons résultats en février, mars, avril que si vous les recrutez en mars, avril. Donc vous devez définir c'est quoi ces effets dominos. Ça c'est très très important. Ensuite, vous allez venir visualiser vos revenus, vos marges, votre cash flow, et vous allez venir tester des scénarios pessimistes, comme on a vu avant. Et vous allez venir anticiper des futurs résultats. Ensuite, par rapport à tout ça, vous allez venir simplifier. Je sais que
pour beaucoup d'entre vous, vous aurez plein d'idées. Vous aurez plein de choses à vouloir mettre en place. Ce qui va être très important à faire, c'est réduire, 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 cutter. Pour rester en fait vraiment très focus sur peu de choses. Mais faire ces peu de choses bien. Faire seulement les peu de choses qui ont des effets dominos. Moins moins égale plus. Vraiment, je vous assure, plus vous cleanez, plus vous enlevez le fat. Ça peut être en termes d'équipe, ça peut être en termes d'outils, ça peut être en termes de choses que vous pensez mettre en place, plus ça va être simple de réussir. Donc vous listez tout ce qui est actuellement en cours, vous cutez le fat, des personnes et process qui ne rapportent peu ou qui n'évitent de ne pas perdre de l'argent. En gros, il y a une règle, c'est que toute action que vous faites, soit ça vous rapporte l'argent, soit ça vous évite d'en perdre. Sinon, il faudrait revoir cette chose. Et vous allez supprimer tout ce qui n'a pas des leviers. Ok, une simple tâche et qui n'a pas un levier, ça serait à éviter. Un levier, c'est par exemple, vous construisez un process. À la place de faire, par exemple, de répondre à un appel téléphonique de vos clients, bah, vous construisez un process et vous recrutez une équipe SAV. Ça, c'est un levier. Et vous allez venir réduire le nombre de projets actifs, simplifier offres, canaux, messages le plus possible. Plus c'est simple, plus ça va vous permettre d'aller loin et de faire bien ce que vous faites. Donc vous allez venir prioriser de manière stratégique, donc planifier une big list par secteur. Donc une big list, ça ressemble à ça. Donc simplement, vous allez venir faire sur Asana, sur ClickUp, une liste de secteurs. Ok, Customer Experience, créative, les bottlenecks, la stratégie, branding, positionnement, l'organique, le hiring, RH, offre, conversion rate, retail, paid, product, expansion, nouveau acquisition de canaux, nouveau marché, finance, ensuite OKR. Et ensuite, vous allez venir lister, en fonction de ces secteurs, tout ce que vous pensez qui va être important à faire. Ok? Et ensuite, vous allez venir définir une priorité. Qu'est-ce qui va pouvoir avoir le plus d'impact et qui va être le plus simple à faire? Et ça, vous allez venir prioriser en premier. Ok, ça, c'est en vert. Quand ça a impact et c'est easy to operate, ça, c'est en vert. Ça va être fait en premier. Bah, ça va être simple à faire et ça aura beaucoup d'impact. Et tout ce qui va être ensuite à moindre impact et plus difficile à opérer, bah, ça va être fait en second temps. Donc je vous donnerai le Asana template. Je vous mettrai un lien ici. Et comme ça, vous pourrez avoir le même Asana que moi pour préparer ici mes années. Donc vous allez venir lister tous les projets possibles, identifier les projets à effet domino, supprimer et repousser le reste et décider qu'est-ce qui doit être fait soi-même versus délégué. Puis attention à la règle, moins mais mieux. Donc en fait là, vous allez venir planifier les tâches à faire, définir des deadlines et attribuer aux personnes ou à vous. Ensuite, vous allez venir structurer et utiliser la stratégie OKR. OKR, c'est une méthode développée par Google qui permet d'obtenir des objectifs avec un système simple. Vous allez avoir un objectif, vous allez avoir des résultats clés pour cet objectif-là. Ok, admettons que vous allez obtenir 10 millions, ben, il y a des résultats clés qui vont venir découler de votre 10 millions. C'est peut-être d'avoir une équipe qui peut faire 10 millions. C'est peut-être de pouvoir spender 500K par mois sur les canaux d'acquisition. Ok, c'est peut-être de développer d'autres produits. Et ensuite, par rapport à ces résultats clés, ben, il y a des tâches à faire. Ok, pour spender 10 millions, ben, peut-être qu'il faut ouvrir Meta si vous n'avez pas Meta. C'est très difficile à faire en SEO. Donc en fait, vous allez simplement définir, je dirais, deux, trois objectifs de l'année. Pour chaque objectif, vous allez venir définir des résultats clés mesurables. Vous allez venir vérifier que ces résultats sont des outputs, pas des tâches. Donc des key results, c'est pas des tâches, c'est ce qui sort des tâches. Par exemple, vous voulez, vous voulez spend 500K par mois sur les canaux d'acquisition et vous voulez ouvrir Meta, c'est le output, ok? Vous avez Meta qui fait, je sais pas, Meta c'est que vous dépensez 250K par mois, mais c'est pas une tâche. Ensuite, dessous il y a les tâches. Et si vous avez beaucoup d'équipes, il va falloir assigner à vos équipes. Ok, il y a un objectif enfin, oui, c'est que le responsable, c'est quelqu'un. Très important. Ensuite, vous allez venir mesurer et faire des feedback loops. Là, c'est très bien de se planifier, c'est très beau, mais ensuite, il va falloir continuellement mesurer où c'est que vous en êtes, faire des feedback loops. Ok, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou non? Est-ce qu'on va assez vite ou non? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer? C'est ultra, ultra important. Vous allez venir piloter avec des données, pas avec des émotions. C'est très important d'avoir un business
avec des chiffres. C'est-à-dire qu'on ne vient pas mesurer parce que, ok, ça m'a l'air, on vient mesurer parce que selon ce qu'on a noté, selon les chiffres, là, on évolue. Ok, on vise de dépenser 5K par mois, ben là, on a vu qu'avec des données, là, on a fait tant de projets, on commence à se peine plus, on a des données claires. Ok, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'e-commerçants qui se basent pas sur des faits, ils se basent pas sur des données, alors que le business, c'est que des données, c'est que des chiffres. Donc à faire, mesurer les indicateurs chaque semaine. Donc chaque semaine, vous allez revoir votre plan, revoir votre OKR, revoir vos tâches et vous allez venir suivre si ça avance. Vous allez faire un feedback mensuel structuré. Chaque mois, vous allez prendre à peine plus de temps de revoir, de peut-être faire un point avec les équipes, qu'est-ce qu'ils en pensent, et de peut-être qu'est-ce qu'on peut changer comme direction. Il faut pouvoir changer de direction. C'est très rare de voir tout à l'avance. Par exemple, admettons que vous avez prévu de ouvrir un canot qui est Applovin et qu'Applovin, par exemple, ne va peut-être plus exister dans 2 mois et que c'est peut-être risqué parce qu'en fait, ils annoncent qu'ils vont fermer. Ben, si ça faisait partie de votre plan, c'est mieux de l'enlever. Donc, il va falloir constamment en fait corriger votre plan. Et si vous avez des apprentissages, si vous avez des erreurs, documentez-les. C'est très important. Vous allez pouvoir les retransmettre comme moi, par exemple, comme moi je fais ici, ou simplement, ça va vous aider pour la suite. Ensuite, le point 11, on arrive bientôt à la fin. Ça va être la gestion du run the business. Donc il va falloir séparer la stratégie et l'exécution courante. Là, ce que vous allez faire ici, c'est votre plan. Vous n'allez pas venir planifier ce qui est déjà fait. Par exemple, les tâches récurrentes comme créer chaque ads par semaine, ça ne sert à rien de le noter. Parce que vous le faites déjà. Donc vous, simplement, ce que vous allez faire, c'est les choses que vous allez pouvoir faire en plus. C'est par rapport à votre objectif, qu'est-ce que là aurait du levier. Et pour souvent, il va falloir regarder dans votre business qu'est-ce que vous faites et est-ce que vous pouvez le faire mieux ou est-ce que vous pouvez augmenter le volume. Donc là, améliorer en qualité ou en efficacité ou en volume. En gros, vous testez XX ads semaine. À la place de noter dans votre plan de faire 25 ads semaine, vous pouvez noter simplement, ok, est-ce que là, actuellement, je dois augmenter le nombre de volumes ou la qualité? Et par exemple, pour les ads, c'est très simple, on mesure le hit rate, on mesure le spend qu'on a avec les nouvelles ads qu'on fait. Si le hit rate est très faible et le spend n'est pas haut, il y a un problème de qualité. Et ensuite, si le hit rate est haut mais le spend ne suit pas, c'est qu'il y a peut-être un problème de quantité. C'est-à-dire qu'il faut simplement faire plus. C'est bien beau de tester 2 ads par semaine et d'en avoir une sur 5 winners, mais si toutes les 5 semaines vous avez une ads winner, ça va pas. Donc simplement, souvent c'est un problème soit de volume, soit de qualité. Et de ne pas confondre avec les objectifs stratégiques. Ça, c'est simplement ce qui run le business actuellement. Comment vous pouvez l'optimiser, faire en meilleure qualité ou plus. Donc ça, c'est pas dans le OKR. Ensuite, le rituel du 10B, mais voilà, c'est plutôt 11B. Le rituel du founder, donc de vous. Vous allez venir faire des moments, fixer des moments stratégiques. Ok, vous allez venir bloquer du temps chaque semaine. C'est que vous allez venir revoir, comme j'ai dit avant, l'avancement des OKR, les risques qui pourraient venir, les décisions à prendre. Vous allez venir identifier peut-être les bottlenecks, c'est-à-dire qu'est-ce qui coince dans le système actuellement. Où c'est que ça coince et que ça empêche de réussir. Ça, c'est très important et c'est votre rôle. Donc, chaque semaine, vous allez venir vous poser des questions. Qu'est-ce qui mérite d'être arrêté? Qu'est-ce qui mérite plus de focus? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Selon les chiffres. Par exemple, là, vous avez un ROS faible. OK. Où c'est que ça bloque? Est-ce au niveau des ads? Est-ce au niveau du site? Est-ce au niveau de l'offre? Et ensuite d'agir où c'est que ça bloque. Parce que, honnêtement, il n'y a personne à part vous qui va pouvoir avoir une vue d'ensemble et débloquer ces solutions. C'est votre rôle. Et c'est votre rôle aussi de voir qu'est-ce qui doit être arrêté, qu'est-ce qui mérite plus de focus. Par exemple, vous voyez que Applovin, il y a comme l'année passée, par exemple pour nous, Applovin, on a commencé et il y avait du potentiel. Donc on a mis plus de focus sur Applovin. Jusqu'à ce qu'on arrive, où c'est qu'on spendait presque autant que sur Meta. C'est-à-dire c'est bête de ne pas mettre plus de focus, c'est bête de ne pas se former. Parce que si on peut spend autant sur Meta, ça nous rajoute une stabilité et une potentiel de scaling énorme. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, on arrive à la fin de ce process. Donc vous avez qu'à pouvoir simplement appliquer ces choses dans l'ordre, simplement filer avec un GPT, ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Je ne vous demande pas de prendre un week-end
entier à tout préparer. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre plusieurs deep work. Où c'est que vous allez venir simplement préparer, où c'est que vous allez venir vraiment simplifier et avoir un plan de votre année, de comment vous allez pouvoir réussir. Et maintenant, la règle finale. Donc, si une action ne renforce pas un avantage, si elle ne protège pas un risque ou ne fait pas avancer vers un objectif, ne fait gagner ni de l'argent, ni éviter d'en perdre, c'est qu'elle ne doit pas être faite. Donc ça va vous permettre de cleaner encore plus. Parce que comme je l'ai dit avant, moins égale plus. Donc voilà, c'était Mathéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous voulez le document, commentez simplement 2026 et je vous donnerai le document complet sans les templates que malheureusement je ne peux pas donner, parce que ça fait partie de nos membres school qui payent pour avoir justement tous nos documents, tout. Mais vous aurez tout le process et vous aurez voilà, tout pour préparer votre année. C'était Mathéo, à bientôt. Ciao, ciao.